Bonjour à tous. Un procès est en cours en Égypte contre 5 ONG étrangères. 19 Américains ont été frappés d'une interdiction de quitter le territoire. Le gouvernement égyptien les accuse d'ingérence dans le but de déstabiliser le pays. La présence de ces ONG ne date pas d'aujourd'hui. Pendant des décennies, des organisations américaines et autres ont cherché à développer la démocratie à travers le monde. Leurs activités ne sont pas toujours vues d'un bon œil, dans les pays où ils opèrent en tout cas. Certains dirigeants les perçoivent comme des menaces, mais d'autres observateurs aussi assurent que l'hostilité que rencontrent ces ONG ne se limite pas forcément aux dirigeants, mais s'étend aux habitants qui ne veulent pas voir des étrangers leur dicter leur façon de vivre. Avec le printemps arabe, le rôle de ces ONG se trouve de plus en plus confronté aux soupçons. L'émission en question aujourd'hui va s'interroger sur ce rôle et sur ce qu'il recouvre dans la géopolitique actuelle. L'Égypte a sa propre société civile, la Tunisie aussi. La société civile a sa propre expérience. Pourquoi la présence étrangère des ONG, américaines ou autres? Est-ce qu'elle est utile Selon mon avis personnel, elle n'est pas utile. Elle est beaucoup plus nocive qu'utile. Dans quel sens elle est nocive? Et non pas dans les services ou dans les trucs qu'ils veulent faire sur terrain. Elle est nocive dans le cas où elle fournit à des régimes autoritaires l'occasion et l'argument facile pour retravailler sur une forme d'abrutissement général qui prend ses sources dans une image qui nous a été commercialisée des années et des années durant dans les séries télé, dans les feuilletons de cet Américain, de ce sioniste qui est juste haine, qui veut juste nous faire du mal pour nous faire du mal. Alors que la politique, ça se base sur autre chose. Si on analyse un peu la situation en Égypte, personnellement, je ne crois pas que les intérêts américains seraient en contradiction réelle avec l'existence de l'armée, bien au contraire. L'existence d'une institution forte qui peut imposer et les accords de paix et les distributions économiques et le non-développement de l'industrie du coton, par exemple, qui est une grande guerre en Égypte actuellement, pour les Américains, il n'y a pas mieux que l'armée. Mais là, l'existence, c'est pour ça que je dis nocif, l'existence de ces associations, c'est un argument qu'on peut sortir à la porte. Est-ce que, en tant qu'activiste et blogueur, est-ce que vous éprouvez la même méfiance qui commence quand même à s'exprimer dans l'opinion par rapport à ces... personnellement, ce n'est pas une méfiance que j'exprime, c'est de l'attention. Je fais ma propre prévention. Personnellement, je refuse de participer, je refuse gentiment de participer à quelconque activité qui est initiée par une association étrangère sur le sol de mon pays. Mais et voilà, c'est juste par attention, ni plus ni moins. Monsieur Mazer Haddad, dans votre livre, vous dites carrément il y a une main cachée. Dans votre livre, La face cachée de la Révolution, vous désignez du doigt ces ONG comme une main cachée dans un projet autre que celui, en tout cas, d'accompagner ces peuples, en tout cas, dans l'évolution et la transition démocratique. Oui. Écoutez, oui, après avoir, sur des dizaines de pages, justifié, légitimé, expliqué l'explosion sociale qui a tourné au printemps arabe, entre guillemets, lequel a viré à l'hiver intégriste. Il ne s'agit pas aux ONG ou aux États pourvoyeurs en dollars pour ces ONG d'appuyer sur un bouton pour provoquer une révolution à Tunis ou au Caire ou à Damas ou ailleurs. Ça ne se passe pas de cette façon. Pour ceux qui ont une connaissance même élémentaire de l'histoire des relations entre États, relations internationales, une connaissance infinitésimale de la géopolitique, depuis que celle-ci existe, comprendra aisément que l'histoire du printemps arabe est une grande fumisterie dans laquelle des ONG ont joué un rôle déterminant par le biais d'associations et d'ONG locales qui ont été inconsciemment ou volontairement
entraîner dans la déstabilisation de leur propre pays, et je ne suis pas loin de penser dans la destruction de leur propre nation. Mais il n'y a pas que ces ONG quand même, il y a la société civile, il y a des militants tunisiens, il y a Évidemment, des activistes qui bien sûr. Alors moi je fais la différence évidemment entre les activistes ou les cyberdissidents, dont je loue le combat pour avoir été moi-même non pas un cyberdissident. À l'époque, cette technique et cette science divine n'existaient pas encore. Nous étions aux tracts, aux journaux fabriqués de façon artisanale à Paris, lorsque j'étais dans l'opposition, au début de l'ère Ben Ali. Non, je ne l'étais pas, mais je suis évidemment très attentif, et même je porte un regard extrêmement positif sur les cyberdissidents qui, dans la cyberdissidence, n'a pas éclipsé le patriotisme. Voyez-vous, je sais que ce mot ne vaut plus grand-chose aujourd'hui dans cette ère de la mondialisation et de la culpabilisation patriotique. Pour ma génération, j'ai la cinquantaine, je suis né dans un système qui était gouverné par l'illustre et inégalable Bourguiba, et donc cette notion a encore une signification pour moi. Alors la question des ONG pose inévitablement la question de la souveraineté des nations. Voilà la véritable question. De connaissances directes et d'expérience sur le terrain, je peux affirmer sans l'ombre d'un doute que ni ONG, ni association, ni qui que ce soit n'avait eu un rôle et n'a réussi à gagner un rôle. À partir de quel moment ces associations et ces ONG-là ont eu des rôles en Tunisie, c'est à partir du moment où on a commencé à dire qu'ils existent et qu'ils ont un rôle. J'ai été témoin de plusieurs personnes, des partis politiques, qui ont accouru voir des associations qui n'existaient même pas il y a 2 ou 3 mois, et qui ont essayé de travailler avec eux. Et en fin de compte, à qui ça a profité, ces associations? Ça a profité à une certaine classe politique qui est la même depuis 60 ans, qui a les mêmes caractéristiques. Ce sont eux qui ont participé aux formations, et non pas, comme le cite M. Haddad dans son bouquin, moi je n'ai participé à aucune. Et là, c'est un exemple de justesse des informations que vous portez. Ce bouquin-là, et le nombre... Oui, hélas. Bon, j'espère que vous avez découvert le CV d'un certain nombre d'ONG tunisiennes. Je ne dis pas dans ce livre que vous avez participé. Ah non, vous pouvez vérifier dans votre livre. Il y a des blogueurs et activistes tunisiens qui ont reçu des formations, absolument, soit dans l'ambassade américaine, soit dans le CIA, entre parenthèses, dans le célèbre Slim Amamou, Aziz Amami. C'est une déclaration fracassante. Il avoue avoir suivi des stages de cyberdissidence. Slim Amamou n'a pas reçu de formation. Slim Amamou a assisté pendant 2 heures à une cyberconférence à l'ambassade américaine. C'était le 19 mai 2010. C'est plus ambigu dans la vidéo. Dans une déclaration effectivement filmée avec lui. En fait, c'est pour cela. C'est plus affirmatif que ce que vous dites. Juste une seconde. C'est pour cela que je parle d'abrutissement. Pour la vidéo en question, Slim dit littéralement, supposons que la CIA est en train de former des gens pour faire X et Y et que ça peut servir. Ça ne pose aucun problème. Et le titre de la vidéo, c'est Slim Amamou dit qu'il a coopéré avec la CIA. Ce que je trouve abominable, voyez-vous, c'est que des ONG, et moi, je ne parle pas de toutes les ONG, entendons-nous bien, je parle des ONG qui étaient chargées de préparer et d'impulser la révolution 2.0 via la toile et les réseaux sociaux. Je n'ai pas fait cette découverte copernicienne. Vous citez le Washington Post. Je peux vous citer tous les journaux américains qui en parlaient dès le mois de janvier de la formation, du formatage, du disque dur de certains cyberdissidents que moi j'appelle, c'est une minorité. Je ne mets pas dans le même panier tous les cyberdissidents, mais dans ce panier, je reconnais des cybercollaborateurs. Qu'est-ce que ces ONG peuvent vraiment apporter? Mon voisin vient de le dire, les modèles qu'on pourra proposer pour la formation sont des modèles pour la plupart qui ne marchent plus ou qui ne marchent pas. Le modèle médiatique français, par exemple,
Ça ne marche pas. Le taux de données erronées, le taux de mauvaise analyse, le taux d'abrutissement, c'est pas ça que je veux pour mon pays. Je veux pas apprendre ça de toute manière. Si on parle de déontologie, d'éthique, etc., et de technique, tout ça, il est déjà disponible, que ce soit chez nous, que ce soit sur Internet. Vous voyez, c'est pour ça que je suis... et jusqu'à maintenant, j'ai vraiment pas vu... on voit vraiment pas ce que les ONG ont pu apporter. Si, Aziz Amemi, la question de l'initiation et de la formation d'un certain nombre de blogueurs égyptiens, syriens, tunisiens, algériens, marocains, yéménites, syriens, etc., c'est une question qui n'est plus discutable. Il y a des documents maintenant. Ce qui est discutable, c'est qui a participé à ce genre de formation et d'initiation à la révolution électronique. À la grande loge maçonnique, oui, je sais. Quelle loge maçonnique? Je ne parle pas de ça. Je suis philosophe, monsieur, et j'ai passé 30 ans de ma vie en France, et je n'ai pas le complexe du persécuté. Je suis un homme suffisamment ouvert sur l'humanité. Je ne suis pas cosmopolite, mais je suis universaliste, et je ne crains aucune loge, si maçonnique soit-elle. Donc, moi, ce que je veux dire, dans ce livre, je n'ai pas inventé... De les condamner dans la totalité. Pas tous, mais non, justement, une infime minorité. Ils ne sont pas intervenus dans le processus révolutionnaire, entre guillemets, tunisien, parce que je récuse cette expression de révolution, moi, je ne l'accepte pas, je ne l'admets pas. Il s'agit d'une révolte sociale suivie immédiatement d'un coup d'État militaire en Tunisie et en Égypte. En Libye, il s'agit d'une campagne néocolonialiste. Et en Syrie, on attend encore quel processus choisir, n'est-ce pas? La révolution douce du printemps ou la croisade colonialiste. Ce qui m'étonne encore plus, c'est que nos militaires tunisiens n'ont pas osé chercher quelque part dans certaines ONG ou cybercollabos tunisiens qui sont, je le répète, une infime minorité. Ils se comptent sur les 10 doigts de la main en Tunisie. Je suis ravi pour vous, et c'est un honneur pour vous. Je ne prendrai pas d'honneur de votre part. Pour vous, que vous n'ayez pas participé à des formations. Quelqu'un parmi la horde. Je ne prendrai pas d'honneur de votre part. Eh bien, voyez-vous, ce mot horde, je l'ai prononcé sans regret aujourd'hui, parce que j'ai vu juste la horde a manifesté, la horde est aujourd'hui au pouvoir, la horde islamiste, ce que j'ai dit, la horde fanatisée est aujourd'hui au pouvoir, elle s'appelle et ce n'est pas... ce peuple-là, tu dois le respecter, que tu le veuilles ou pas. J'ai un grand respect pour le peuple auquel j'appartiens et contre lequel des gens comme Mamem et compagnie ont mis la dignité de gens que tu connais même pas. Plus bas que terre. Plus bas que terre. C'est un échange de points de vue. Je veux revenir sur la question de l'échange de points de vue. Là, ça devient de la diffamation, de l'attaque. Ne parlez pas de horde alors, s'il vous plaît. Ne parlez pas de horde. On va passer. Tu ne m'interromps pas lorsque je parle. La horde, elle sillonne les rues de Tunis maintenant. S'il vous plaît. Laisse-moi le temps. Monsieur Kamel. Un jeune qui disait, je suis désolé, il est parti, mais qui disait qu'il a utilisé en tout cas ces nouvelles technologies, l'Internet, le Facebook, à bon escient, et il pense que ça a permis au peuple tunisien justement de se soulever. Vous voulez que je vous donne 2 exemples d'intox concrets en Tunisie? C'est pas un cas général. Premier intox. Mohamed Bouazizi n'a jamais été un bac plus 4. C'est un mensonge. Mohamed Bouazizi n'a jamais été giflé par une policière. C'est un mensonge éhonté. Mohamed Bouazizi a agressé cette jeune policière et l'a traitée de tous les noms et elle n'a même pas osé lever le petit doigt sur elle. Tout ça, c'est le travail des cybercollabos formatés par l'Open Society et la Freedom House. Voilà ce qui s'est passé. Un exemple concret. Autre exemple, son ami qui est à Bruxelles, Aziz Amemou. Aziz Amemou a avoué lui-même avoir fabriqué de toutes pièces. Non, Aziz Amemou était avec nous, pardon. Amemi, voilà. Amemi, c'est lui, mais Amemou. Il donnera son nom, c'est son ami. De Bruxelles, il a avoué lui-même, il y a 5 ou 6 mois, il a avoué quoi? Il a dit, c'est moi qui avais lancé et fabriqué de toutes pièces le mythe, la légende,
la mystification du général Ammar qui a dit non à Ben Ali. Il l'a dit lui-même. Ça a été tout de suite mis en ligne par Nawet.org et ça a fait le tour du monde. Ça a fait la une des journaux. L'intox lancé à partir d'un appartement à Bruxelles par un cyberdissident tunisien qui croyait bien faire. Et c'est ce qu'il dit. عسلامة ومرحبا بكم. اليوم باش نحكي لكم على لوم كادينو. باش نبدا الساعة علاش توا؟ علاش هبطها توا؟ الحكاية اللي كنت باش نحكيها لحد فرق قبري. أما توا ثم الريحة نتاع الجيش يحب يشد الحكم. ونحب نقصد هنا بين الجيش وبين جيرات الجيش. وهذا الأمر أنا ما نقبلوش وما نتقبلوش. هذاك علاش حبيت نعطي كل واحد يعرف حجمه، كل واحد يعرف اش عمل الثورة وحتى حزمة يدعي البطولة. حكاية لوم كادينو كيفاش جات؟ أنا في بلجيكا بدات الكرتوش في سيدي بوزيد في الرقاق في زناليكا. الوالد الله يرحمه كان يخدم في مقتل عسكري ميليتار اكتيف. ما نجمتش نكلم وانا من بلجيكا باش نسال شنو صاير. بعث ميساج فيسبوك لخويا قلت له كلم بوك اسأله صاير في بحذاه. رجع لي ميساج فيسبوك قال لي ما ثم حد شيء. عاود جاوبته قلت له ثم دي فيديو ثم دي ريمور ثبت. رجع لي خويا قال لي بوك قال ان العسكر ما عنده حتى علاقه مش باش يتدخل. خذيت المعلومه ذيك يعني العسكر ما عنده حتى مش باش يتدخل. زدت اسم الجنرال تاع الميليتار باش نردها لو كريديبل هكا ولحنتها شويه وزينتها شويه وبعثها لنوات. بعثها الميك الخضراوي في نوات. الميك الخضراوي يعرف اللي بابا ميليتار اكتيف. قلت له جيني انفورماسيون كونفيرمي 100% اللي لما كادينا ادينا هذوك الحكايه ما فهمش منها بالكل سي ان ميت كو جي كريي. وقتها في مخي نعطي في كف البن علي. وقتها في مخي نزعزع في بن علي. سي سكي سي باسي اول ما خرجت الحكايه دخلت معها برشا ونقلتها الاخبار نقلتها الجرايد وهبطت للشارع ووصلت للشارع وعطت ثقه اكثر للي مانيفيستون. دونك الحكايه كادينا انا صنعتها سامحوني يا توانسه نصنعها من وهم وكنت شاك روحي قلت مشيت في صالح البلاد. مش ولا حكايه كيما هذه يستغلوها اليوم وليجيتيميزي حكم العسكر. انا من واجبي باش نقولها ونتحمل مسؤوليتي والنواه موجوده مثل الخضراوي موجود اللي يحب يعمل فيريفيكاسيون على تويتر نهبط اول معلومه اول ما هبطت يعمل ريشيرش تو يلقاها هبط مع النواه ينجم يثبت الحكايه هذه. انا صنعتها من وهم. انا في مخي كانت واحده من المساهمات نتاعي في الثوره ووقتها سيتي لا ديسيجن ا بروندر باسكو هذيك ضعفت نظام بن علي. دونك حكايه لهم كادينو اون لا جامي دوموندي دو دير وي و نو. ما طلب منه حتى حد باش ما نسالو حتى حد على رايه. تحمس ودي في الكلام هذايا ولا جامي دينا الحكايه اللي خرجت لومبلور الكبيره وحتى حد ما يعرف عليها منين انا اللي خرجتها ونتحمل مسؤوليتي كامله في الكلام هذايا واللي يحب يثبت. وكما قلت الحكايه هذه ما كنتش نخرجها فكان حفر قبري باش ما توليش بريتونسيون زعما ياسين هو اللي عمل الثوره وهو اللي طلع الحكايه و الاولى. والثانيه قلت مادام ماشي بصالح البلاد خلت تمشي مش مشكل ما يهمنيش. اليوم كبرت الحكايه هذه باش تمشي ضد مصالح البلاد انا نخرجها ونتحمل مسؤوليتي كامله باسمي ولقبي وتصويرتي ونهبطها واللي عنده اي اثبات على العكس هذا يتفضل. يعطيكم الصحه بارك الله فيكم. Il y a des causes et elles sont mondialisées. Il y a des intérêts, il y a des groupes, il y a des amitiés et ça se passe dans le monde entier. Alors ça existe et il n'y a pas à ne pas tomber dans ce piège, c'est-à-dire que tu t'en fous en gros de la CIA. C'est-à-dire la CIA elle est une espèce de main invisible qui manipule par-ci, par-là et tu peux l'abstraire complètement, c'est-à-dire tu peux t'en foutre complètement. Si quelqu'un par exemple qui vient d'une association X, machin, etc. Il vient te faire une formation sur comment filmer en vidéo, etc. Et tout fournit du matériel vidéo pour filmer, machin. Après, tu utilises ce matériel pour filmer la révolution en Tunisie, par exemple. Qu'est-ce que t'en as à foutre que ce mec a une connexion avec la CIA ?
Ça t'a servi pour faire la révolution, parce que c'est ça l'action de la CIA. Ils ne viennent pas te donner des valises pleines d'argent. Maintenant, la CIA, c'est ce qu'elle fait. Elle fait voilà, du support par-ci, par-là, de la manipulation globale. Mais tout ça, ça laisse complètement la liberté, par exemple dans le cas de la Tunisie, aux Tunisiens de faire ce qu'ils veulent. Ce n'est absolument pas disons de la gouvernance directe. C'est-à-dire c'est pas eux qui décident. C'est le peuple tunisien qui décide et eux ils choisissent juste qui soutenir. En gros, ça marche comme ça. Et donc pareil pour d'autres intérêts. Hein. Il n'y a pas que la CIA, il y a les Français, il y a les machins. Et toi, tu peux tout simplement t'en foutre. C'est-à-dire voilà, toi tu as tes ambitions. Ce qui va dans tes propres intérêts, dans l'intérêt de ton pays, tu le fais et tu t'en fous complètement de ce qu'ils essayent de faire. سافرت من سنتين لإحدى الدول الأوروبية، سافرنا أمريكا، بولندا، صربيا، جنوب أفريقيا، سفرونا على حسابهم تبع مؤسسة فريدم هاوس، مؤسسة صهيونية أمريكية مشبوهة، مقابل دولارات دفعوها. تاني من فضلك، تاني مؤسسة ايه؟ مؤسسة فريدم هاوس، مؤسسة صهيونية أمريكية مشبوهة تابعة للCIA المخابرات الأمريكية والموساد الإسرائيلي، وكان قائم على تدريبنا عناصر إسرائيلية صهيونية. لا تدريب على ايه بس يا أستاذة؟ يا أستاذة جنوب أفريقيا. يا أستاذة كانوا بيدربوكوا على ايه؟ كانوا بيدربنا واسم الدورة التدريبية ان احنا بندعم سبل الديمقراطية في الوطن العربي. سافرنا هناك ودربونا ازاي نقل النظام بطريقة سلمية عن طريق حرق البرلمان، حرق بعض المنشآت الهامة والعامة الرسمية الخاصة بالدولة، ارهاب الشرطة، وضع النظام في مأزق وفتحه امام الرأي العام. يا أستاذة ده كلام يودي في داهية. كلام خطير. كلام خطير ومستعدة للمساءلة القانونية امام الجهات الرسمية المصرية. طيب يعني انا معلش عشان المشاهد برضو هيسألك سؤال، لما انت عارفة الحاجات دي كلها طب انت ازاي اشتركت فيها وانت بكامل وعيك؟ انا كسرت ما كنتش عارفة ان احنا هنتدرب على ده. لما قالوا لنا دورة تدريبية عادية حول الديمقراطية. انا قلت فضل اطلع اشوف الناس دي بتعمل ايه وهي منها فسحة بالمرة، هشوف امريكا واشوف اوروبا واتفسح، وبرضه في بوكيت ماني طبعا بالدولار، مصروف يومي مقابل بقى واحنا راجعين بوكيت ماني كبير. بعد ما رجعنا من هناك بعد ما دربونا طبعا الوسائل ديت وعرضوا لنا بعض الافلام بتجارب دول ثانيه عملت نفس التخريب اللي حصل في بلدنا، رجعنا اخدوا معانا لقاء طريقه المعونه الامريكيه هنا في القاهره. رحنا هناك يا جماعه استفدتوا ايه؟ عملتوا ايه؟ طب بدأتوا تطبقوا ولا لا؟ وبدأوا ان هم يتابعونا يشوفونا بنطبق ولا لا. انا بصراحه بدأت اسحب نفسي، بقيت مقسمه. انا كل ما طالبي ان انا عايزه اغير في بلدي وعايزه يبقى في ديمقراطيه وعايزه ان يبقى في عداله اجتماعيه وحريه راي وتعبير، مش عايزه اكتر من كده. لا عايزه اخرب في بلدي ولا عايزه اعمل حاجه تضرها ولا عايزه اي حد يبقى ليه ولايه علينا. بلاش ان انا اسحب نفسي، اتفقت ان انا ابقى مع زمايله النشطاء في ان احنا ندعو للتغيير وان احنا ندعو الناس للتظاهر، وعملنا ونظمنا اليوم الغضب وعملنا كل ده لحد ما جيت ونزلت يوم 25 يناير واتضربت في المظاهرات من الداخليه واتبهدلنا وجرى اللي جرالنا، ونزلت يوم الجمعه برضه. بس جيت بعد كده لما لقيت التخريب اللي حصل قلت لا ده كده التخريب اللي حصل ده المنهج اللي احنا اتدربنا عليه بره، ده معاد جات من بره. المنهج ده منهج الصهاينه والامريكان اللي هم دربونا عليه بره، فالجامعات دي تابعه ليهم مثل اتخربت هنا في بلدنا ان نفس المنهج ده اللي احنا درسناه هناك. ده خلاني ان انا خلاص مش قادره ان انا اسكت ولا قادره ان انا استحمل اكتر من كده. انت حضرتك قلت لازم كل المصريين يفوقوا، لازم كل مصر تفوق وتعرف ان ده مخطط على مصر. انت حضرتك موجوده في اي حته دلوقتي؟ انا موجوده في ميدان جامع مصطفى محمود عند مسجد مصطفى محمود. ايه ده انت في اكتر من 3 مليون مصري. انت في وزاره التأييد؟ وزاره التأييد فيها اكتر من 3 مليون مصري. تاني من فضلك. كل شارع في مصر وزاره طالعه تأييد للرئيس مبارك، واحنا
الجميل. طب تاني معلش، تاني معايا، تاني، لان انت يعني في مفاجأة بالنسبة لنا. انت قلتي ان المسألة في بعض الناس ليست عفوية، ولكن هناك في اصابع خارجية وما كناش عارفينها. فانت بتقولي منذ سنتين بيتاخدوا بتتدربوا في دول اوروبية وبتروحوا امريكا في منظمة فريدم هاوس، بيت الحرية الامريكي. تمام. وكانوا بيمرنوكم على ازاي تعملوا انقلاب سلمي. بالظبط. وعرضوا لنا بعض تجارب دول ثانيه ودونا افلام وكتب وحاجات كتير، وفروا لنا كل السبل اللي احنا نستخدمها، وازاي نستخدم الميديا والانترنت والاعلام الدولي عشان نقدر نساعد ونعمل انقلاب في بلدنا. وعندك استعداد تقولي الكلام ده؟ يعني عندك استعداد تيجي؟ لا انا دلوقتي انا عايزه، طبعا انت اكيد مش هتقولي اسمك بعد الكلام اللي انت قلتيه ده كله، ومش هتقولي لنا انت منين ولا فين ولا كده. انا مش خايفه اقول لحضرتك على حاجه، مش خايفه من الجهات الرسميه في الدوله، مش خايفه من المحاكمه. امال خايفه من مين؟ ان انا خايفه من حاجه واحده بس، او مش خايفه كمان، زمايلي مش هيسيبوني اللي كانوا معاكي، اللي كانوا معايا واللي بره كمان، اللي سفرونا كمان، ان هم مش هيسمحوا ان حد يفضح مخططهم. عايز اقول لك العدد كبير، انا مش عارف اسمك، بس زمايلنا في الاعداد بيقولوا ان انت معانا وعارفينك كويس جدا. عدد زمايلك كتير قوي اللي كانوا معاكي؟ ايوه كان عدد كبير. كلهم موجودين في المظاهره الحاليه؟ لا، معايا هنا في المظاهره دي مجموعه خالد سعيد، كلنا خالد سعيد، الناس اللي شاركوا يوم 25 يناير هم موجودين هنا النهارده. شباب 25 يناير موجود هنا النهارده، اللي موجود في ميدان التحرير دول ناس ما لهمش علاقه بيوم 25 يناير، اللي موجود في ميدان التحرير بتوع الاخوان اللي هم عايزين يعملوا مخطط لقلب نظام الحكم بعد ما خدوا صف في الشارع وفي الشعب. يعني البلد كلها عشان خاطر خسروا في الانتخابات. اللي موجودين هناك يعني زمايلك من كلنا خالد سعيد، زمايلك من كلنا خالد سعيد معاكي في مظاهرة التأييد؟ ايوه معايا هنا في المظاهرة. واللي هناك عناصر من الإخوان ومن حماس؟ عناصر من الإخوان وفيهم بعض عناصر من حماس، من حركة حماس. لا انا يعني انت طبعا رحتي هناك وشفتيهم، لانك يعني انت بتقولي الكلام ده بثقة شديدة. ايوه. انت بتقولي كلام خطير جدا. ما هو خطير للاسف، والمصريين مغيبين. طيب لا ممكن مصر مخطوفه. ممكن من فضلك تتصلي بقناه عربيه وقناه جزيره اللي هم طول الوقت تقول لهم الكلام ده؟ قلت لهم الكلام ده دلوقتي هنا، وبعدين قالوا لي لو ما سمعتش الكلام ده هتتضرب. قالوا لك ايه؟ المذيع كان رافض ياخد الكلام ده. الناس هنا قالوا لي لو ما سمعتش الكلام ده انت مش مصري ومش ممكن تكون مصري. يعني انت سجلتي سجلت معايا، ما اعرفش بقى ذاعوا ولا لا. سجلتي مع المراسل يعني؟ مع المراسل، قناه العربيه وقناه العقاريه. طيب هو واضح طبعا ان انت يعني حصل لك حاله طبعا، لان انت ادركتي انك خايفه على مصر، يعني ما عندكيش